Salut et bienvenue dans cette correction d'exercice sur le chapitre les mélanges. C'est dans ton livre, on va commencer par la page 74. C'est parti. Ici, il s'agit de voir si tu es au point sur les définitions. Alors on commence tout de suite. Premièrement, lorsqu'on mélange du sel avec de l'eau, celle-ci est, et donc nous avons quatre possibilités. Alors, je vais te rappeler, ce que veut dire chaque mot. Donc une solution, eh bien, c'est un mélange constitué d'un liquide majoritaire qu'on appelle le solvant, qui va dissoudre une substance minoritaire qu'on appelle le soluté. Et quand on n'arrive plus, à dissoudre de soluté parce qu'on a atteint la limite supérieure, alors on dit qu'on a atteint la saturation. Donc c'est les 4 mots proposés. Si nous reprenons donc maintenant, mélange du sel avec de l'eau, celle-ci, donc il s'agit de l'eau, eh bien l'eau, c'est le solvant, comme ceci. Passons à l'exercice 2. Lorsqu'on mélange du sucre avec de l'eau, on réalise une... Alors ici, cette question est un peu piège parce que les élèves souvent ont tendance à dire que le sucre va fondre. Eh bien non, quand on dit que ça fond, c'est une fusion, et une fusion, c'est un changement d'état physique qui consiste à passer de l'état solide à l'état liquide, et ça se fait quand la température augmente, et éventuellement la pression diminue, mais c'est surtout quand la température augmente. Eh bien ce n'est pas le cas ici. Tu peux faire fondre du sucre, mais c'est ce que tu fais quand tu fais un caramel et que tu mets du sucre dans une casserole et que tu chauffes. Alors il va devenir liquide parce qu'il passe, en phase liquide, donc il passe de l'état solide à liquide, c'est une fusion. Très rapidement, il brunit et devient un caramel et après il carbonise, éventuellement il brûle. Donc ici, il ne s'agit pas de ça ici. Ici, il s'agit, du fait que quand on met du sucre dans l'eau, eh bien les particules qui constituent l'eau, qu'on appelle les molécules, vont séparer les particules qui constituent le sucre et les disperser. Et ça, c'est ce qu'on appelle une dissolution. Donc la bonne réponse est ici. La filtration, c'est une technique qui consiste à séparer des parties solides d'une partie liquide dans un mélange hétérogène solide-liquide, en utilisant un filtre où la partie solide va rester dans le filtre, c'est le résidu, et la partie liquide va passer au travers, c'est le filtrant. La solidification, c'est le contraire de fusion, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. Passons à la question 3. Lorsqu'on ne peut plus dissoudre de soluté dans un volume donné de solvant, alors on dit que la solution est saturée, c'est-à-dire qu'on a atteint le seuil au-delà duquel, si on continue à rajouter du soluté, eh bien il va rester sous son état solide, parce que les particules de solvant, donc du liquide, n'arrivent plus à séparer les particules de soluté, il y en a trop. Alors on peut noter que cette saturation dépend par exemple de la température. Hein, tu sais bien que si tu mets par exemple du sel ou du sucre dans de l'eau, si l'eau est chaude, eh ben, tu arrives à en dissoudre plus. La question 4, deux liquides miscibles forment un mélange. Alors miscible, ça veut dire que ça se mélange bien. Donc ça veut dire qu'on va obtenir une seule phase et que donc ça sera pareil partout. Et le mot qui veut dire pareil partout parmi les quatre, eh bien c'est le mot homogène. Au contraire, hétéro veut dire différent, donc hétérogène c'est qui est différent suivant les endroits. Si c'est trouble, eh bien, ça veut dire que c'est pas pareil suivant les endroits, donc forcément c'est hétérogène. Et mixte veut dire qu'on mélange deux choses différentes. Mais ce n'est pas un terme de chimie. Exercice 5, qui est qui? Relie chaque mot à sa définition. Donc la solution, c'est un mélange homogène d'un solide et d'un liquide, comme ceci. Le solvant, c'est le liquide qui permet de dissoudre les solutés, par exemple le solide. Et enfin, le soluté, c'est la substance qui est dissoute par le solvant. Passons à l'exercice 6 qui se présente sous la forme d'un mot croisé. Et en vertical, nous cherchons la masse maximale de soluté qui peut être dissoute dans un litre de solution. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la limite de solubilité. Alors, ce qui est intéressant à propos de la solubilité, c'est qu'elle varie énormément, à la fois suivant le soluté, mais aussi suivant le solvant. Par exemple, le vernis à ongles, eh bien, généralement, dessus, il y a marqué waterproof. C'est-à-dire que quand on en met, une fois qu'il est sec, on peut mettre les mains dans l'eau, le vernis ne va pas se dissoudre dans l'eau, il est insoluble dans l'eau. Et pourtant, il existe, des produits, qu'on utilise, des dissolvants ou tout simplement solvants, qui sont capables de dissoudre, le vernis à ongles quand on veut l'enlever.
et généralement, ils sont à base d'une substance chimique qu'on appelle l'acétone ou bien un de ses dérivés. Donc ça veut dire que le vernis à ongles est très soluble dans l'acétone, mais il est totalement insoluble dans l'eau. Donc ça dépend du solvant et du soluté. En 2, nous avons un mélange où les liquides sont miscibles. Attention à l'orthographe. Miscibles, ça veut donc dire qu'ils se mélangent parfaitement bien. Une fois qu'ils sont mélangés, on ne peut plus les séparer de manière simple. Par exemple, l'eau et l'alcool, une fois qu'on les a bien mélangés, ils ne se séparent plus, ils sont parfaitement miscibles. Troisièmement, état physique du solvant. Eh bien, le solvant, il est sous son état liquide. Passons maintenant à l'horizontale. 4. Mélange dont on ne distingue pas les différents constituants à l'œil nu. Il s'agit d'un mélange qui est homogène. Pour le 5 horizontal, il s'agit d'un mélange homogène d'un solvant et d'un soluté. Il s'agit bien sûr d'une solution. Et pour finir, 6 horizontal se dit d'une solution pour laquelle le seuil de solubilité est atteint. Eh bien, on dit que la solution est saturée. Et voilà, c'est tout pour cette page. Passons à l'exercice 7, je sais faire. Alors si vous voulez déterminer une solubilité, eh bien il faut procéder de la manière suivante. Vous prenez votre solvant, et puis vous allez rajouter un peu de soluté. Et puis vous en rajoutez encore, vous mélangez, il va se dissoudre. Et si vous continuez comme ceci, au bout d'un moment, eh bien vous verrez que on passe du moment où le soluté est entièrement dissous, au moment où les premiers grains de soluté vont tomber au fond de la solution, et vous n'arriverez plus à le dissoudre. À ce moment-là, vous aurez atteint la limite de solubilisation et donc vous aurez atteint la saturation. Le problème, c'est que pour pouvoir déterminer la solubilité, elle se mesure en grammes par litre. Donc ça veut dire qu'il faut que vous sachiez exactement quelle est la masse de soluté que vous avez ajoutée. Donc la bonne réponse, c'est le petit 1, puisque à la fois on ajoute au fur et à mesure et on mesure la masse de soluté ajoutée. On peut éventuellement se contenter de mesurer la masse de solvant au départ, rajouter du soluté et mesurer la masse de solution à l'arrivée. En faisant la différence entre les deux, on obtient la masse de soluté qui a été ajoutée. Et on en déduit, si on connaît le volume de solvant, la solubilité de l'ensemble. Si vous faites le petit 2 sans mesurer les masses, ben vous ne pouvez pas déterminer la valeur de la solubilité. Et si vous faites le point 3 en ajoutant tout d'un coup, soit vous n'atteignez pas la solubilité et tout est dissous, soit éventuellement vous la dépassez, mais vous ne savez pas de combien vous la dépassez. Donc la bonne solution est la 1. Passons à l'exercice 8. Alors, nous avons ici 4 béchers. Dans le bécher numéro 1, nous voyons qu'il y a des particules en suspension, et donc le mélange n'est pas le même partout, donc c'est un mélange qui est hétérogène, comme ceci. Dans le bécher 2, nous observons 2 phases liquides. Ça veut dire que nous avons au moins 2 liquides qui ne sont pas capables de se mélanger. On dit qu'ils sont non miscibles. Ils ne se mélangent pas. Le bécher numéro 3, il y a une seule phase qui a l'air d'être identique partout, et nous avons donc un mélange qui est homogène. Et pour finir, le bécher 4, nous observons des particules de solide qui sont tombées au fond, ça veut dire qu'elles n'ont pas pu se dissoudre dans le solvant, et donc nous avons un solide qui est non soluble dans le solvant. C'est un mélange qui évidemment est lui aussi hétérogène. Passons à la page 75. Donc là, l'exercice est corrigé, on va le commenter rapidement. Donc, l'idée est de déterminer une solubilité. Donc, pour cela, il faut connaître un certain volume. Ici, il y a 150 millilitres de solvant, donc d'eau. Comme il a été dit précédemment, elle va ajouter progressivement le soluté, ici il s'agit du sel. Et puis quand elle arrive à une masse m égale 53,7 g, elle n'arrive plus à dissoudre plus de sel. Elle a donc atteint la limite de solubilité. Alors, on peut dire donc que la solubilité maximale du sel, c'est 53,7 g pour 150 millilitres d'eau. Mais la solubilité se mesure en grammes par litre, et non pas en grammes pour 150 millilitres.
Donc il va falloir transformer ce volume de 150 millilitres et l'amener jusqu'à 1 litre. Eh bien, c'est ce qu'on va faire en utilisant le tableau de proportionnalité. Mais avant cela, il y a un problème qui est très important et qui est très fréquent, c'est que ici, le volume a été donné en millilitres et nous, on a besoin d'un volume en litres. Donc il va d'abord falloir convertir les 150 millilitres en litres, puis une fois qu'on a fait cette conversion, il va falloir trouver le lien de proportionnalité pour ramener tout ça à 1 litre. Donc on utilise le tableau de conversion d'unités. C'est pour cela que je t'ai fait travailler sur les conversions d'unités. Le volume de départ est donné en millilitres, et donc on place bien 150 millilitres avec la virgule ici. Puis on prend la table des volumes. Alors pour la table des volumes, on a 3 dimensions d'espace pour mesurer un volume, hein. Par exemple ici on a une largeur, une hauteur et une profondeur. Donc on multiplie une longueur par une deuxième longueur par une troisième longueur, et c'est pour ça qu'on dit que c'est au cube. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas une colonne après l'autre, mais chaque fois pour aller des centimètres cubes au décimètre cube, eh bien on va avoir 1, 2, 3 colonnes, c'est-à-dire, l'équivalent de 3 fois, enfin de 1000 si vous voulez, qui correspondent à, les 3 longueurs ici d'espace. Pour passer des décimètres cubes au mètre cube, c'est pareil, 3 colonnes. De manière analogue, quand nous avons une surface, nous avons cette fois 2 unités de longueur, une largeur et une longueur, et donc c'est pour ça que pour le tableau de conversion des surfaces, vous avez chaque fois 2 colonnes, et ensuite 2 colonnes pour le suivant, alors que pour les volumes, c'est 3 colonnes. Alors revenons maintenant au corrigé. Donc première étape, la solubilité s'exprimant en grammes par litre, on va donc commencer par convertir les 150 millilitres en litres. Et donc ici, dans le tableau, la virgule est dans la colonne des litres, et nous avons 0,150 litres. On a supprimé la première virgule. Et maintenant, utilisons le tableau de proportionnalité. Alors quand vous voulez passer de la masse A à B et pour la masse M' à C, eh bien le tableau de proportionnalité, il faut trouver le lien, ou bien vous pouvez faire ça sous la forme d'un produit en croix, ça revient au même. Donc la masse que nous cherchons, c'est la masse M', et donc M' est égal à A fois C sur B. Alors le A ici, c'est les 53,7 grammes de départ. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pour 1 litre, sachant que le volume de départ, c'est 0,150 litres. Et nous obtenons donc 358 grammes. Donc, en résumé, ça veut dire que c'est la même chose de dire qu'on peut dissoudre 53,7 grammes dans 150 millilitres, ou bien de dire qu'on peut mesurer, on peut dissoudre 358 grammes dans 1 litre. Donc la solubilité du sel, c'est 358 grammes par litre. Nous allons faire maintenant un exercice similaire, mais cette fois avec le glucose, qui est le plus simple des sucres et le plus important de tous les sucres. Donc il s'agit ici de refaire exactement la même chose. Donc pour le premièrement, on va utiliser le tableau de conversion d'unités. En effet, nous avons bien 200 millilitres d'eau et nous savons que la solubilité se mesure en grammes par litre, donc il faut convertir ces 200 millilitres en litres. Donc dans le tableau, dans la colonne millilitres, nous avons le 200 qui vient s'inscrire comme ceci, et puis la nouvelle virgule s'inscrit dans la colonne des litres qui nous intéresse. Nous obtenons donc V égale 0,200 litres. Passons à la question 2. On utilise comme tout à l'heure le tableau de proportionnalité et le produit en croix. La valeur manquante, c'est M', la nouvelle masse que nous cherchons. Les valeurs de départ sont connues. Pour A, nous avons 181 grammes. Pour C, nous avons 1 litre, puisque c'est des grammes pour 1 litre. Et enfin, en B, nous avons le volume V que nous avons calculé ici. Et nous obtenons le résultat M' égale 180 grammes multiplié par 1 litre, divisé par 0,200 litres. Les litres se simplifient, et nous obtenons bien une masse, avec 180 grammes ici, et puis comme divisé par 0,2, ça revient multiplié par 5. Nous voyons donc que la masse est de 900 grammes. Alors pour rappel, la solubilité du sel de cuisine était de 358 grammes par litre, et nous voyons que la solubilité du glucose est de 900 grammes par litre.
Donc ça veut dire que le glucose a une solubilité bien plus grande, pratiquement, pas loin de 3 fois plus que le sel de cuisine. Passons à l'exercice 11 sur la page suivante. Donc, soluble ou pas. Donc, l'idée ici, c'est d'interpréter des résultats. Donc nous voyons 2 béchers dans lesquels nous avons un liquide incolore. Attention, le blanc ici, ça fait partie de l'écriture de sérigraphiée qui est sur le verre, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Question 1, le mélange de la photo 1 est-il un mélange homogène ou hétérogène? Eh bien, nous ne voyons qu'une seule phase ici et on peut en déduire que le mélange est homogène. Question 2, le sucre est-il soluble dans l'eau? Eh bien, nous savons qu'il est soluble. Pourquoi? Puisque ici nous avons un mélange eau-sucre, c'est ce qui est indiqué en légende de l'image 1, et nous ne voyons plus le sucre apparaître, donc c'est qu'il s'est dissous, et donc la solubilité du sucre est en fait très importante. Tout à l'heure nous avons vu le glucose 900 grammes par litre, eh bien le sucre classique, qu'on appelle le saccharose en chimie, c'est 2000 grammes par litre, donc c'est encore beaucoup plus important. Cette fois, dans l'expérience 2, on ne trempe plus le sucre dans de l'eau, mais dans de l'alcool. Donc ici, première remarque, c'est que de l'alcool pur, ça ressemble à de l'eau au niveau de l'aspect puisque c'est un liquide incolore. Donc il faut se débarrasser de cette idée que dès qu'on a un liquide incolore, c'est nécessairement de l'eau. Eh bien, on voit ici que le sucre ne va pas se dissoudre dans l'eau, on dit qu'il est insoluble dans l'eau. Sa solubilité est extrêmement faible, proche de zéro. C'est la réponse à la question 4. Et donc nous avons 2 phases, une phase solide, une phase liquide, et donc pour la question 3, le mélange est hétérogène. Exercice 12, nous allons parler de marée noire. Donc quand un bateau qui transporte du pétrole fait naufrage, le risque principal, c'est la formation d'une marée noire. Donc en quoi ça consiste? Eh bien quand le pétrole s'échappe des soutes du bateau, alors soit c'est simplement les réserves de carburant, d'un bateau classique, soit, encore beaucoup plus catastrophique, c'est quand, c'est les soutes d'un pétrolier. Donc là, généralement, les quantités sont considérables. Eh bien, le pétrole a tendance à s'étaler à la surface de la mer et donc évidemment, c'est une pollution majeure et quand il arrive sur la côte, il va venir se déposer sur la plage, sur les rochers et polluer, l'ensemble de du littoral. C'est une catastrophe, écologique. Premièrement, l'eau de mer et le pétrole forment-ils un mélange homogène ou hétérogène? Eh bien, à partir du moment où on a une nappe de pétrole qui vient se mettre à la surface de l'eau, ça veut donc dire que les 2 liquides ne sont pas miscibles, on a 2 phases et le mélange est donc hétérogène. Donc j'ai répondu à la question 2, ils ne sont pas miscibles. Il est à remarquer que si les 2 étaient miscibles, ça serait quasiment impossible de s'en débarrasser puisqu'à ce moment-là, le pétrole se mélangerait de manière homogène à l'eau de mer et on pourrait plus l'extraire. Ici, quand il y a une marée noire, eh bien, on y va à la pelle et au râteau, sur la plage et on est obligé de ramasser, endroit par endroit, les endroits où il y a du pétrole qui est déposé. Alors actuellement, on essaie de développer des techniques, par exemple avec, certains êtres vivants comme certaines bactéries qui sembleraient se nourrir, du pétrole et qu'on mettrait en présence, des marées noires pour qu'elles réduisent la quantité de pétrole. Mais enfin, ça marche pas très, très bien. Donc le travail, de protection doit se faire en amont, au niveau des bateaux, en ce qui concerne le trajet qu'ils empruntent et aussi la qualité des bateaux qui, souvent, sont fatigués, sont de qualité médiocre. Donc les pétroliers, on les oblige maintenant depuis, de nombreuses années à avoir, une coque, ce qu'on appelle, plusieurs coques qui sont en fait emboîtées les unes dans les autres. Comme ça, si jamais il y a une avarie et qu'une est percée, eh bien, les autres résistent quand même. Et puis il y a des compartiments à l'intérieur aussi, de manière à ce que si un compartiment est percé, c'est pas l'ensemble qui se répand. Passons à l'exercice 13. Quelle masse de lait au miel pour Kemal? Alors pour s'endormir, on dit qu'il faut boire un verre de lait sucré avec du miel au moment du coucher. Alors, je vais te parler un petit peu de ça au passage, parce que c'est pas inintéressant. Alors il faut savoir que pour dormir, on utilise, le corps, enfin l'organisme produit une hormone qu'on appelle la mélatonine et cette mélatonine elle-même dépend d'une autre, substance chimique, un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine et pour la fabriquer celle-là, on utilise le tryptophane qui est un acide aminé. Alors tu n'as évidemment pas besoin de retenir tout ça, hein. Mais sache que, dans un certain nombre d'aliments, comme par exemple la banane ou le lait, eh bien, il y a beaucoup de tryptophane. Donc on dit, bah, voilà, pour bien dormir, il faut manger, une banane ou bien boire du lait chaud avant de se coucher.
Alors peut-être que c'est une bonne chose pour le sommeil, par contre, au niveau alimentaire, le lait, c'est gras, le miel c'est sucré et boire, et donc consommer du gras et du sucre juste avant de se coucher n'est pas une très, très bonne idée et au niveau de l'hygiène dentaire, évidemment, il faut se brosser les dents après et pas avant, ça va de soi. Alors je reviens maintenant à l'exercice, l'exercice est extrêmement simple, puisque en fait, la masse, le lait est déjà donné sous forme de masse. Donc, nous avons, la chose suivante, pour calculer la masse, tout simplement, la masse totale, eh bien, c'est la masse de lait additionnée à la masse de miel, tout simplement. Alors, en physique, généralement, on écrit ça sous la forme d'une expression avec des lettres, comme ceci: masse totale égale masse lait plus masse miel, et c'est ce qu'on appelle une expression littérale, c'est-à-dire avec des lettres. Et puis ensuite, eh bien, on passe au calcul et on fait ce qu'on appelle une application numérique, qu'on abrévie par AN. Donc le principe est toujours le même, on écrit l'expression littérale sous forme de lettres, et puis tout à la fin seulement, on remplace les lettres par des nombres, comme ceci, et donc la masse totale ça donne 200 grammes pour la masse de lait, plus 30 grammes pour la masse de miel, et nous avons donc un total de 230 grammes, tout simplement. Passons à l'exercice 14 qui nous parle du paracétamol. Alors le paracétamol est un médicament contre la fièvre, on appelle ça un antipyrétique, c'est les médicaments contre la fièvre, et contre les douleurs, on appelle ça un antalgique. Sur la boîte, il est indiqué «Boire après dissolution complète dans un verre d'eau». Alors on nous demande de regarder la photographie et de nous dire si, le mélange est homogène ou hétérogène. Bien, alors si on observe ici, on voit que au fond du verre, on voit encore pas mal de blanc, donc ça sous-entend que la solubilité n'est pas excellente. Donc ça veut dire que quand tu veux, utiliser du paracétamol qui va se dissoudre, eh bien, soit il faut agiter longtemps, soit, la bonne astuce, c'est d'utiliser de l'eau un tout petit peu tiède. En effet, la solubilité du paracétamol dépend beaucoup de la température. Par exemple, à 20°C, la solubilité est de 10 grammes par litre et à 100°C, la solubilité est de 250 grammes par litre, c'est-à-dire 25 fois plus. Donc concrètement, ça veut dire que si tu prends de l'eau du robinet qui est très froide, en hiver, eh bien ton paracétamol risque de se dissoudre assez mal. Et si tu prends de l'eau un tout petit peu tiède, ben la dissolution sera beaucoup plus facile. La solubilité augmente avec la température. Pour répondre précisément en question, petit 1, le mélange est-il homogène ou hétérogène? Donc pour le moment, il est hétérogène, puisqu'on a un dépôt blanchâtre au fond. Le paracétamol est-il soluble ou insoluble dans l'eau? Cette question n'est pas très bien formulée puisque, il est partiellement soluble, mais ici pas très, très, très soluble. Donc on peut dire qu'il a une solubilité qui est, relativement bonne, mais pas exceptionnelle. Et l'expression dissolution complète écrite sur la boîte est-elle adaptée? Eh bien oui, il faut attendre qu'il y ait une dissolution complète pour pouvoir le consommer, enfin l'assimiler correctement. Donc soit il faut être patient, soit il faut agiter, suffisamment, soit il faut augmenter un peu la température de l'eau. Il est à noter que pour augmenter la facilité de dissolution, le paracétamol existe fréquemment en comprimé, qu'on va mettre dans l'eau, il va y avoir une effervescence avec un dégagement de dioxyde de carbone, comme, nous avons vu précédemment. Et pour finir, l'exercice 15 où nous allons parler du sirop, de l'eau et de l'huile. Alors, première question, l'eau et le sirop de menthe sont-ils miscibles? Justifie ta réponse. Bien, donc ici, on voit qu'il s'agit du tube à essai numéro 1, eau plus sirop. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe une seule phase, le mélange est homogène. Eh bien, ça veut donc dire que les liquides sont miscibles. Alors attention, une petite remarque, si tu prends un tube à essai et que tu mets d'abord le sirop au fond et que tu verses délicatement, très lentement un peu d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va se mélanger relativement peu à la zone de contact et tu vas te retrouver avec une grande concentration en sirop ici et puis quelque chose de très clair en haut. Et tu pourras en déduire: «Ah, bah, les 2 se mélangent pas correctement». Donc pour savoir si 2 liquides sont miscibles, il faut bien les mélanger en agitant et une fois qu'on l'a fait, alors on regarde le résultat et on attend de voir s'il y a séparation de phase, c'est-à-dire crémage, ou bien s'il n'y a pas séparation de phase. Donc ici, si tu rajoutes d'abord le sirop, lentement tu rajoutes l'eau, et ensuite tu agites, eh bien tu verras que tu obtiens une seule phase et que les deux liquides de départ ne se séparent plus, donc ils sont bien miscibles. Numéro 2, l'eau et l'huile sont-elles miscibles? Justifie ta réponse. Eh bien, nous voyons ici qu'on a une phase incolore qui est la phase de l'eau, et puis ensuite on a une phase jaunâtre qui est la phase de l'huile. Ça veut donc dire qu'il y a deux phases, les deux, le mélange est hétérogène, et les deux liquides sont non miscibles, ils ne se mélangent pas. En l'occurrence, l'huile va rester au-dessus de l'eau, car elle a une densité plus faible, et donc elle va flotter au-dessus de l'eau.
Si tu, retournes à l'exercice que nous avons vu ensemble sur la marée noire, eh ben, c'est comparable, c'est-à-dire que le pétrole, comme l'huile, a une densité plus faible que l'eau et il va rester en surface. Dernier point, qu'on voit encore mieux sur, le tube à essai numéro 3, c'est qu'on voit que, à l'interface entre les 2 phases et ici en haut aussi, on a une forme légèrement arrondie et donc, comme tu l'as vu dans le cours, c'est ce qu'on appelle le ménisque. Donc ce ménisque, c'est le fait que le liquide n'est pas parfaitement à l'horizontale, il a tendance à s'accrocher aux parois du tube à essai, c'est ce qu'on appelle un phénomène de capillarité et donc c'est ça qui explique qu'on a cette forme qui est courbée. Alors il existe quelques liquides, c'est rare, mais ça existe, comme par exemple le mercure, où c'est bombé dans l'autre sens, hein, mais la plupart du temps et quand c'est l'eau, c'est bombé dans ce sens-là, donc le ménisque. Alors question 3, le sirop et l'huile sont-ils miscibles? Eh bien, on observe que le sirop est entièrement dans la phase aqueuse, et puis qu'ensuite il y a la phase huileuse dans laquelle il n'y a pas de sirop, donc ils sont non miscibles. Ici, tu vois quand même un trait vert au-dessus, sur le ménisque. Alors il faut savoir que c'est un phénomène d'optique qui n'a rien à voir avec le fait qu'il soit bien mélangé ou pas. En fait, il n'y a pas de sirop à la menthe en haut, là c'est un phénomène purement optique. On a l'impression qu'il y en a. C'est un peu le même effet que tu peux avoir quand tu regardes un aquarium, proche en te mettant proche d'un angle et que tu vois par exemple un poisson, à 2 endroits différents à la fois. C'est lié au parcours de la lumière, au déplacement de la lumière et tu étudieras ça peut-être au lycée, c'est ce qu'on appelle les lois de Snell-Descartes, qui permettent de bien comprendre cela. C'est un peu le même phénomène qui fait que quand tu plantes un bâton dans de l'eau, tu as l'impression que le bâton est cassé. Hein, donc ce n'est pas lié à la chimie, mais c'est un phénomène d'optique. Si je résume pour cet exercice, pour savoir si 2 liquides sont miscibles ou pas, il faut les mélanger, agiter, observer s'il y a séparation de phase, par crémage ou pas, et s'il n'y a pas séparation de phase et que le mélange est homogène, alors les liquides sont miscibles. S'il y a séparation de phase, alors quand on mélange les 2, il y a des bulles de l'un dans l'autre, c'est une émulsion, et après l'émulsion, va disparaître et il va y avoir crémage avec réapparition des 2 phases. Les 2 liquides sont non miscibles. Nous sommes arrivés au bout de cette série d'exercices et finalement tu te rends compte que pour bien y répondre, eh bien le plus important c'est de connaître parfaitement le cours et le vocabulaire. Tant que tu ne connais pas bien le vocabulaire, eh bien, tu es un peu perdu. Si tu connais bien les différents mots, les différentes définitions, c'est finalement, assez simple. Les choses supplémentaires à connaître, eh bien, c'est les conversions d'unités, ce qui n'est pas une surprise, c'est pour ça que je te fais travailler beaucoup là-dessus. Et puis pour finir, il faut savoir faire, des calculs élémentaires comme, l'utilisation d'un tableau de conversion, un tableau de proportionnalité, pardon, ou bien un produit en croix, qui est très utile et dont on a souvent besoin. Pour finir, les calculs, soit, tu peux les faire à la main comme ici, soit éventuellement on peut utiliser une calculatrice si les calculs sont plus complexes. Bon courage à toi, à bientôt.